Bonjour à tous. Chers collègues, la commission d'enquête relative à la lutte contre les groupuscules d'extrême droite poursuit ses travaux avec l'audition de Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la ministre, votre audition, avec celle du ministre de l'Intérieur qui aura lieu tout à l'heure, vient clore le cycle d'audition de cette commission d'enquête. Il s'agira donc d'évoquer avec vous l'ensemble des questions et sujets relevant de votre compétence dont la commission a eu à connaître dans le cadre de ses travaux et sur lesquels votre éclairage nous sera précieux. Je rappelle que le périmètre de cette commission d'enquête, conformément aux dispositions de la résolution qui a conduit à sa création, est exclusivement délimité de la manière suivante. Faire un état des lieux sur l'ampleur du caractère délictuel et criminel des pratiques des groupuscules d'extrême droite, ainsi qu'émettre des propositions, notamment relatives à la création d'outils visant à lutter plus efficacement contre les menaces perpétrées à l'encontre de nos institutions et de leurs agents, ainsi qu'à l'égard des citoyens et citoyennes. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Messieurs les députés. Je vous remercie de votre invitation qui s'inscrit dans le prolongement de l'audition qui a déjà été réalisée de Madame Catherine Pignon, directrice des affaires criminelles et des grâces, qui m'accompagne à nouveau aujourd'hui et qui a pu vous dresser un état des lieux sur la manière dont le droit pénal et la politique pénale appréhendent la lutte contre les pratiques des groupuscules d'extrême droite. Je sais par ailleurs que dans le cadre de vos travaux, vous avez eu l'occasion d'auditionner le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. À cette occasion, celui-ci s'est exprimé sur les moyens dont disposent les services de renseignement pour suivre ces groupuscules, ainsi que sur les moyens juridiques dont disposent ces services pour engager, quand cela est nécessaire, une procédure administrative de dissolution de ces groupements. Je crois également savoir que l'ancien secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, a pu déposer devant votre commission pour faire état des différentes actions menées par son secrétariat d'État en matière de prévention et de sensibilisation des plateformes contre ce qu'il est désormais convenu d'appeler la fachosphère. Si vous le permettez, je ne m'étendrai pas sur les différents points déjà abordés par mes collègues du gouvernement lors de leurs auditions et je concentrerai mon propos sur les points qui intéressent spécifiquement l'action judiciaire, tant dans son volet pénal que civil. Sachez par ailleurs que le questionnaire qui a été adressé lundi après-midi à mon cabinet par les services de l'Assemblée a immédiatement été transmis aux différents services concernés, mais compte tenu du nombre important de questions qui y figurent, plus d'une quarantaine, sur des sujets qui sont parfois éminemment techniques et transversaux, puisqu'il s'agit de droit pénal, de politique pénale, droit civil, droit administratif, des demandes de statistiques, il n'a pas été raisonnablement possible de vous le retourner entièrement renseigné dans un délai aussi bref avant mon audition, mais évidemment mes services vous le feront parvenir très rapidement, afin que vous puissiez avoir les renseignements que vous demandez. Madame la directrice des affaires criminelles et des grâces, monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, donc qui m'accompagnent aujourd'hui, pourront, le cas échéant, nous éclairer, si vous en êtes d'accord, sur les points plus techniques à l'occasion de la séance de questions-réponses qui va suivre. Je souhaiterais, dans un premier temps, aborder le cadre juridique actuel de la question que vous avez posée, puis dans un second temps, les évolutions qui sont envisagées. Donc, sur un premier point, je voudrais revenir sur le cadre juridique actuellement existant et après avoir abordé le cadre pénal général, j'évoquerai la question des peines et de la dissolution de ces groupements. Sur la politique pénale générale, le phénomène des groupuscules d'extrême droite constitue une préoccupation forte de ce gouvernement et pour mon ministère en particulier. L'idéologie qui sous-tend ces groupuscules constitue en effet un défi pour le vivre ensemble, en ce qu'elle promeut le repli identitaire, le refus de l'autre, l'exacerbation de sentiments d'animosité qui sont contraires aux valeurs de fraternité qui fondent notre pacte républicain. Et lorsque cette idéologie se traduit par des propos ou des comportements discriminatoires ou haineux, leurs adeptes tombent alors sous le coup d'infractions pénales. En tant que garde des Sceaux, il m'appartient de mobiliser les acteurs de l'autorité judiciaire autour d'une politique pénale qui vise à lutter contre ce type d'agissement. C'est ce que j'ai fait récemment en diffusant aux parquets généraux une circulaire que j'ai signée le 4 avril dernier, une circulaire spécifique pour appeler à une mobilisation renforcée face à la multiplication des actes racistes, antisémites et homophobes
commis ces derniers mois dans l'espace public et face à la recrudescence des propos haineux facilités par le développement d'Internet. À ce stade de mon propos, je voudrais toutefois faire une précision de méthode pour indiquer que statistiquement, mon administration n'est pas en mesure de quantifier précisément le phénomène des groupuscules d'extrême droite. Je vous rappelle en effet que l'appartenance à de tels groupes ne constitue pas une infraction en tant que telle. L'infraction peut être appréhendée soit par le biais des infractions spéciales à la loi relative à la liberté de la presse, provocation non publique à la haine ou à la discrimination, contestation de crimes contre l'humanité, qui permet de réprimer toutes les infractions commises, quel que soit son support, soit par la prise en compte de circonstances aggravantes lorsque le mobile de l'infraction est fondé sur des considérations racistes, xénophobes ou antisémites. Donc en fait, pour tenter de quantifier ou d'appréhender ce phénomène des groupuscules d'extrême droite, il nous faut passer par le mobile qui sous-tend le passage à l'acte et le mobile raciste, donc, qui peut aggraver la répression. Constitue en effet une circonstance aggravante le fait de commettre une infraction à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation, ou à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, vraie ou supposée. Cette circonstance aggravante générale, qui concerne désormais tous les crimes et délits punis d'1 an d'emprisonnement, a été prévue depuis l'adoption de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017. C'est ainsi que tout fait délictuel ou criminel, d'atteinte aux biens tels que le vol ou d'atteinte aux personnes telles que les violences volontaires peut désormais voir juridiquement la peine encourue aggravée s'il est établi qu'il a été commis à raison d'un mobile raciste, xénophobe, antisémite ou homophobe, par exemple. Je pense bien entendu ici aux rixes qui peuvent survenir sur la voie publique entre groupes antagonistes d'ultra, par exemple en marge de manifestations. Je pense également aux agressions à mobile racistes commises sur des individus en raison de la couleur de leur peau ou de leur confession religieuse, ou encore aux dégradations qui ont été commises au préjudice de locaux, d'élus progressistes ou d'associations, par exemple pro-migrants. Par ailleurs, la notion même de groupuscule peut trouver une qualification juridique à travers les infractions autonomes de participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires ou de dégradation de biens. C'est l'article 222-14-2 du Code pénal, voire également d'association de malfaiteurs, c'est l'article 450-1 du Code pénal. La circonstance aggravante de bande organisée, article 132-71 du Code pénal, peut également servir à qualifier pénalement l'action concertée de ce type de groupement. Certains groupuscules ont ainsi pu préparer des actions violentes qui s'apparentent à des actions de type terroriste, et c'est d'ailleurs ce que vous a indiqué Laurent Nunez lorsque vous l'avez auditionné le 7 février dernier. Leurs cibles sont généralement les représentants des pouvoirs publics, les membres de la communauté musulmane, de la communauté homosexuelle ou encore les associations d'aide aux migrants. Plusieurs procédures ont ainsi été ouvertes en 2017 et 2018 par la section antiterroriste du parquet de Paris, des chefs d'associations de malfaiteurs terroristes, apologie du terrorisme, détention d'armes ou d'engins explosifs ou incendiaires, visant des membres de l'ultra-droite soupçonnés de fomenter de tels passages à l'acte violent. S'agissant des procédures en cours, il n'est pas possible de les évoquer en détail, mais sachez qu'en la matière, le parquet de Paris travaille en étroite coopération avec les services de renseignement intérieur afin de détecter et de déjouer le plus en amont possible les agissements des membres des mouvances radicales. Donc voilà pour le cadre pénal général. Je voudrais en venir maintenant aux peines encourues et au régime de la dissolution. Les auteurs des faits que je viens de citer s'exposent évidemment à des peines. À titre individuel, chaque individu s'expose à des peines d'emprisonnement ou d'amende
dans la limite des maxima prévus pour chaque infraction. À titre d'exemple, la peine d'emprisonnement encourue en cas de violence aggravée va de 3 à 10 ans en fonction de circonstances aggravantes retenues et de 5 à 10 ans en matière d'association de malfaiteurs. Mais au-delà du cas des individus, ces groupuscules peuvent en tant que tels faire l'objet de procédures de dissolution sur la base de différents fondements juridiques, administratifs d'une part ou judiciaires d'autre part. Je vous en dis un mot dans l'instant. Ces groupuscules peuvent donc tout d'abord faire l'objet d'une procédure de dissolution administrative, qui est une mesure de police administrative soumise au ministère de l'Intérieur et qui est prise par le président de la République en Conseil des ministres. C'est l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure. Ce texte, qui est issu de la loi du 10 janvier 1936, vise plusieurs hypothèses, dont la dissolution des associations ou groupements de faits qui présentent par leur forme et leur organisation militaire le caractère de groupes de combat ou de milices privées, ou bien qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence. Ainsi, la dissolution du mouvement d'ultra-droite Bastion social a été prononcée le 24 avril en Conseil des ministres. À ce même Conseil des ministres, d'autres mouvements ont également été dissous. Je les cite. Il s'agit des Petits Reblochons, de l'association Luc Dunhomme, du cercle Frédéric Mistral, du cercle Honoré d'Estienne-d'Orve, de l'association Arvernis et de Solidarité Argentoratum. C'est également sur ce fondement qu'ont été dissous en 2013, donc il y a déjà quelque temps, plusieurs groupes d'extrême droite, l'Œuvre française, Troisième Voie et les Jeunesses nationalistes révolutionnaires. Donc, au-delà de la dissolution, mesure de police administrative, ces groupuscules peuvent également faire l'objet d'une dissolution ordonnée par l'autorité judiciaire. Sur le plan pénal, il existe en effet une peine complémentaire de dissolution de la personne morale qui est prévue par le Code pénal, c'est l'article 131-39. Elle ne s'applique que dans les cas limitativement prévus, meurtre, torture, terrorisme, et elle est soumise à des conditions strictes. Cette mesure suppose en effet qu'une infraction ait été commise pour le compte de la personne morale par ses organes ou représentants et que la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés. Enfin, sur le plan civil, une action en dissolution d'une association ayant un objet illicite peut être introduite par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort du siège social de l'association à l'initiative du ministère public ou de tout intéressé. La loi du 1er juillet 1901 prévoit en effet dans son article 3 que, je cite, « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. » Ce fondement pourrait éventuellement être retenu s'il était démontré que l'association en cause, au-delà des infractions potentiellement commises, a été fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. La jurisprudence en a une appréciation relativement stricte au regard de la valeur constitutionnelle de la liberté d'association qui a été érigée par une décision du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel en un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle est également protégée, cette liberté d'association, par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, juridiquement, nous disposons de deux régimes administratifs et judiciaires qui sont distincts, même si, en pratique, les motifs qui peuvent justifier la dissolution, soit dans l'objet de l'association, soit dans ses activités, peuvent être les mêmes. Après avoir dressé le cadre juridique actuel, fondé sur la politique pénale générale et sur la question des peines et des dissolutions, je voudrais maintenant envisager les principales évolutions auxquelles nous tentons de répondre. Ces évolutions concernent à la fois la question de la diffusion de la haine sur Internet et les avancées qui sont permises par la récente loi de réforme de la justice. Tout d'abord, la question de la problématique de la diffusion de la haine sur Internet.
Je ne serais évidemment pas complète dans mon propos si je n'évoquais pas la question de la répression des agissements des groupuscules d'extrême droite sur Internet et donc plus généralement de la haine en ligne. Les réseaux sociaux permettent une propagation des idées à grande échelle dans un temps très court et sont en effet des vecteurs de propagande et de communication qui sont essentiels pour ces groupuscules d'extrême droite qui peuvent aisément diffuser via Internet des propos ou des thèses racistes, antisémites ou homophobes. Certaines personnalités, comme l'humoriste Dieudonné ou le polémiste Alain Soral, via son site Égalité et Réconciliation, développent des idées conspirationnistes, négationnistes, nationalistes, qui sont ensuite reprises par les membres de la mouvance d'extrême droite en ligne. D'autres sites, comme Brezatao ou comme Démocratie participative, déversent des contenus haineux, racistes, antisémites ou homophobes. Ici encore, la notion de groupuscule d'extrême droite ne recouvre pas de réalité juridique, mais tous les agissements de ces groupuscules sur Internet sont susceptibles d'être appréhendés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, quel qu'en soit le support. L'ensemble des incriminations pouvant être mises en œuvre pour lutter contre les propos haineux diffusés en ligne a d'ailleurs été rappelé au parquet dans la circulaire dont je parlais tout à l'heure, la circulaire du 4 avril 2019, et donc j'ai cité évidemment l'ensemble des incriminations, qu'il s'agisse d'injures, de diffamation, d'apologie ou de contestation de crimes contre l'humanité. Cette circulaire du 4 avril 2019 mentionne par ailleurs la possibilité qui est offerte au parquet, en complément de leur action pénale traditionnelle, d'utiliser une voie efficace d'action tant sur le plan civil à travers la procédure du référé et de l'ordonnance sur requête. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permet en effet d'imposer aux hébergeurs de sites, lorsqu'ils peuvent être touchés, le retrait des contenus illicites ou, à défaut, d'enjoindre aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès au site Internet concerné ou au contenu haineux sur le territoire national. Cette procédure du référé a ainsi été récemment appliquée à propos du site Démocratie participative qui publiait ce type de propos haineux. Donc, comme vous le voyez, la réponse judiciaire des parquets en la matière, elle n'est pas nécessairement pénale, elle peut aussi être civile. Et j'ai donc vivement encouragé les parquets à utiliser ce type de réponse civile. La loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information a créé un outil de plus pour les praticiens du droit afin de lutter contre la manipulation de l'information, notamment lorsqu'elle est porteuse de contenus de désinformation. Certains diront de réinformation, tels que ceux que peuvent véhiculer les groupuscules d'extrême droite dont nous parlons. Elle a créé un nouveau référé anti-fake news pour permettre à un candidat ou à un parti politique de saisir le juge des référés pour faire cesser dans les 48 heures la diffusion de fausses informations durant les 3 mois qui précèdent un scrutin national. C'est l'article L163-2 du Code électoral. Enfin, permettez-moi de dire un mot de la plateforme Pharos, la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements, qui constitue un outil particulièrement précieux dans la lutte contre la diffusion des thèses d'extrême droite sur Internet. Cette plateforme est accessible au public via un portail qui permet aux internautes, aux fournisseurs d'accès et aux services de veille étatique de signaler en ligne les sites ou contenus contraires aux lois et règlements diffusés sur Internet, ceci pouvant donner lieu, le cas échéant, à des poursuites du parquet. Enfin, pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur les avancées récentes permises par la loi de réforme de la justice que vous avez adoptée récemment, et sur les perspectives qui me paraissent de nature à nous permettre de mieux lutter encore dans l'avenir contre la haine en ligne propagée par les groupuscules d'extrême droite.
Tout d'abord, pour diversifier et adapter la réponse pénale, la loi de réforme de la justice du 23 mars dernier a prévu, sur un amendement de Laetitia Avia, la possibilité de recourir à l'ordonnance pénale en matière d'infraction de presse, avec pour objectif de faciliter et d'accélérer le prononcé d'amendes pénales contre les auteurs de propos haineux tenus sur Internet. Cette procédure de l'ordonnance pénale nous permet en effet d'avoir une procédure écrite sans audience, donc plus rapide, et c'est évidemment son intérêt, mais qui ne permet que, je le disais à l'instant, de prononcer des amendes. L'intérêt de cette procédure, c'est donc sa rapidité. Cette même loi a par ailleurs consacré la possibilité pour les victimes de propos racistes ou antisémites ou de violences qui, pour diverses raisons, ne veulent pas franchir la porte d'un commissariat, de déposer plainte en ligne. Cela vise à faciliter les démarches de victimes qui, encore une fois, pour diverses raisons, ne veulent pas se rendre au commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. Sa mise en œuvre effective, la mise en œuvre effective de la plainte en ligne, nécessite toutefois le développement de solutions techniques numériques qui sont préalables dans le cadre d'un travail conjoint que nous sommes en train de conduire, ministère de la Justice et ministère de l'Intérieur. J'ai demandé à ce que ces travaux aboutissent prioritairement concernant ce contentieux en particulier, de sorte que les premiers dépôts de plaintes en ligne en matière de discrimination, de propos et de comportements haineux puissent intervenir à compter du premier semestre 2020. Enfin, la proposition de loi de la députée Avia, qui sera discutée prochainement, prévoit d'améliorer l'efficacité du traitement judiciaire des discours de haine en ligne au regard des difficultés à la fois techniques et juridiques pour solliciter le blocage de sites miroirs, lesquels permettent aux éditeurs de sites litigieux de contourner une première ordonnance de blocage. À l'occasion de l'examen de ce texte, de la proposition de loi de Laetitia Avia, il est possible que se pose la question de basculer les délits de provocation, de diffamation et d'injures racistes de la loi de 1881 dans le régime de droit commun pénal, comme cela a déjà été posé dans le passé. Comme vous le savez, certains ont en effet de longue date souhaité voir basculer certains délits de presse dans le code pénal. C'est une solution qui, si elle était jugée souhaitable, suppose que soient étudiées préalablement les difficultés juridiques tenant à cette insertion dans le droit commun, dans le droit pénal commun. Elles tiennent, ces difficultés, principalement au fait qu'il serait nécessaire de réécrire toutes les infractions concernées et évidemment qu'il pourrait être difficile de s'en tenir à l'application stricte du droit commun dans la mesure où, évidemment, la liberté d'expression revêt une sensibilité particulière et vous savez que le Conseil constitutionnel en a fait une des conditions même de l'exercice de la démocratie. Mais c'est un sujet qui, sans doute, mériterait d'être traité. Voilà ce que je souhaitais vous dire, mesdames et messieurs, Madame la Présidente, messieurs les députés, Madame, au sujet de la question que vous nous avez posée. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je voulais vous demander ce que vous pensez de l'Allemagne qui sort un rapport annuel qui classe un petit peu, qui suit les différents groupes de l'ultra-droite pouvant menacer l'ordre constitutionnel. Et est-ce que vous seriez favorable à ce que ce type de document, ou au moins un accroissement de la transparence de la menace liée aux activités de ces groupuscules, pour sensibiliser un petit peu l'opinion et puis pour pouvoir savoir, j'allais dire précisément de quoi on parle en ayant des éléments précis et fiables? Alors, à titre personnel, moi, je ne vois que des avantages à ce qu'il y ait une action transparente. Je ne sais pas s'il existe déjà des éléments sur ce sujet que nous pourrions mettre en exergue. En tout cas, de manière très spontanée, je suis très favorable à ce que nous puissions avoir le plus d'éléments d'information sur ces sujets.
Je vous remercie. Je voudrais savoir quels sont les moyens dont dispose la justice au niveau humain et financier, si ça existe, pour lutter précisément contre l'ultra-droite, ou est-ce que ça n'existe pas encore? Est-ce que ça pourrait être mis en place si c'est montré comme un sujet à part entière, quoi? Au niveau aussi des formations, des magistrats, etc., savoir un petit peu ce qui existe, quelle en est l'ampleur, est-ce que c'est suffisant ou pas? Alors, nous ne disposons pas de moyens spécifiques à une exception près. Nous avons évidemment, pour répondre à ces sujets-là, nous avons les magistrats dont nous disposons de manière classique. S'y ajoute un réseau de référents racisme et discrimination qui existe dans chaque parquet et qui, me semble-t-il, nous permet d'avoir des personnes qui sont spécialisées sur ces sujets, qui ne font pas que cela, mais qui ont une compétence spécialisée sur ces sujets. Et ce sont donc évidemment des points d'appui très précieux pour pouvoir traiter ce type de questions. La direction des affaires criminelles et des grâces va d'ailleurs les réunir prochainement, ces référents, pour réévoquer la circulaire dont je vous parlais et la problématique dont nous parlons aujourd'hui. La question peut se poser et se posera sans doute au moment de la discussion de la proposition de loi portée par Laetitia Avia, de savoir si nous pouvons donner une compétence concurrente sur ces questions-là, pas seulement des groupuscules d'extrême droite, mais sur les questions du traitement de la haine en ligne à tel ou tel parquet au niveau national. C'est une question qui pourrait effectivement se poser. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur? Pas de questions pour l'instant, Madame la Présidente. Monsieur Habib? Merci Madame la Présidente. Madame la garde des Sceaux, le 15 avril dernier, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'essayiste Alain Soral, premier antisémite de France actuellement, à 1 an de prison ferme pour contestation de crimes contre l'humanité, peine assortie d'un mandat d'arrêt à l'audience, je précise. Pourtant, le parquet de Paris a décidé de faire appel de cette décision et refusé de faire interpeller ce gourou de l'extrême droite en violation du caractère non suspensif de l'appel. Madame la garde des Sceaux, en principe, les lois de la République prévoient des peines de prison pour quiconque exprime publiquement son racisme, son antisémitisme, son négationnisme, et ça me semble évidemment, comme nous tous j'imagine, nécessaire pour protéger la société. Mais en pratique, les racistes, les antisémites, les négationnistes, je ne parle pas du nouveau visage de l'antisémitisme qui est l'antisionisme, échappent systématiquement à la prison ferme. C'est un fait. Je parle de Robert Faurisson, par exemple, qui a été un chef de file du négationnisme pendant des années, qui est mort sans avoir passé un jour en prison. Madame la garde des Sceaux, hier, j'étais à Kiev, j'étais au camp de Babi Yar, et je me suis recueilli tout seul, où en septembre 1941, 33 771 juifs ont été jetés dans une fosse et tués par ce qu'on appelait la Shoah par balle, un par un. J'étais hier à 1h de l'après-midi. Il n'y a pas que des juifs d'ailleurs, des Roms ont aussi été massacrés à Babi Yar. Internet, vous l'avez rappelé, est devenu un déversoir de haine pour tous les extrêmes, qu'il s'agisse de droite et aussi d'islamistes radicaux. Je sais que la commission est principalement, on en a parlé à plusieurs reprises, concentrée sur l'extrême droite, mais je pourrais étendre mon propos à l'ensemble des extrêmes, et y compris de l'extrême gauche. C'est important de le préciser, n'en déplaise à Madame la Présidente. Mais dans le cas d'un Soral ou d'un Dieudonné, qui sont des véritables entrepreneurs de haine, en plus, cette haine antisémite, ça paye. Ça paye, et je pense que la reculade qui me semble indigne du parquet montre une impuissance de la justice
et doit faire bien ricaner beaucoup d'officines extrémistes où on se sent libre d'exprimer antisémitisme, racisme, négationnisme sans le moindre risque. Madame la garde des Sceaux, le ministère public est censé défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi sous votre autorité. Ma question est double. Quelles mesures comptez-vous pour, je dirais presque sanctionner, en tout cas, quelles mesures comptez prendre après la décision du parquet de Paris dans l'affaire Soral, qui viole la loi et foule le pied d'intérêt collectif? Et plus généralement, je crois qu'il faut durcir la loi. À titre personnel, j'ai une quinzaine d'affaires de menaces de mort sur un député de la République, avec notamment tout récemment quelqu'un qui avait diffusé ou en tête combien vous donnez avec mon visage. Mais ça a été il y a eu un classement. Tout récemment à Melun, il y a un mois de ça, le tribunal de grande instance, la Cour demandait 1 an de prison ferme, enfin 9 mois de prison ferme, 1 an de prison, dont 9 mois ferme. Bon, t'es primo, il a pris 3 mois avec sursis, c'est déjà un plus, parce qu'en plus il y a une amende, mais souvent les affaires sont classées. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le député, d'évoquer cette affaire qui est extrêmement sensible. Évidemment, sur l'affaire Soral, je vais vous dire un certain nombre de choses, mais je ne peux pas m'exprimer pleinement puisque c'est une affaire qui est encore en cours au moment où nous parlons. Sachez, monsieur le député, qu'évidemment, il n'y a pas de doute en tant que citoyenne, je n'ai aucun doute sur le caractère antisémite des propos qui sont prononcés par Soral et vraiment sur l'horreur des propos qu'il tient. La question dont nous parlons est une question de droit. Autrement dit, si j'ai bien compris ce qui s'est passé, l'affaire a été jugée par une chambre qui ne pratique pas habituellement la question de la loi de 1881 et le tribunal a ordonné un mandat de dépôt à l'audience. Or, la loi de 1881 n'autorise pas le mandat d'arrêt. Cette disposition vise uniquement les délits de droit commun et pas les délits de presse. Et c'est donc la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit vous-même, les magistrats qui sont les gardiens de la loi, le parquet, a fait donc appel de cette décision. C'est devant la cour d'appel. Nous allons donc voir comment cette question de droit va être tranchée. Pour autant, je suis extrêmement choquée par l'attitude de M. Soral, qui, je crois, hier ou avant-hier, a posté sur les réseaux sociaux une photo de lui faisant une quenelle avec la photo d'un tribunal, devant le portail d'un tribunal. Ça me semble inqualifiable. Inqualifiable. Et donc, je vais voir ce qu'il est, de ce point de vue-là, possible de faire. Sur l'affaire elle-même, je ne peux pas vous en dire plus, mais la question que vous posez est bien celle de l'application de la loi de 1881. Juste, Madame la Présidente, vous avez abordé la question de la quenelle. Un seul micro à la fois, s'il vous plaît, merci. Oui, j'ai moi-même proposé tout récemment, j'avais fait un projet de loi, d'ailleurs c'était le dernier projet de loi avec Jean-Louis Borloo, quelques semaines avant qu'il quitte l'Assemblée, justement pour essayer, parce que par rapport à l'affaire que vous mentionnez et de la quenelle que Soral vient de faire, de pénaliser dans des circonstances particulières, par exemple devant des lieux de mémoire, devant des synagogues, devant la maison d'Anne Frank, devant le mémorial à Auschwitz, etc., de pénaliser la quenelle. Évidemment, quelqu'un qui veut faire des quenelles chez lui à la maison tout seul, ou chez lui, quand bien lui fait, ça n'a aucune importance. Et cet amendement, hélas, je le regrette d'ailleurs, n'a pas été accepté. Tout récemment encore, j'avais déposé un projet de loi à l'époque, j'imaginais qu'on pouvait peut-être aller plus rapidement, et je le regrette beaucoup, parce que ça aurait parfaitement répondu au cas, en l'occurrence Soral, qui se moquent, parce qu'ils savent, d'un côté ça paye, comme je l'ai expliqué, parce qu'ils ont toutes sortes de groupies qui les financent, parce que l'antisémitisme excite, et d'un autre côté, ils savent qu'ils sont dans une impunité absolue. Monsieur le député, certes, il n'y a pas eu de mandat de dépôt dans l'affaire Soral, il n'y a pas eu de mandat de dépôt, et donc c'est la question de droit qui se pose, mais je rappelle qu'il a quand même
été condamné à 1 an de prison. La condamnation reste. C'est juste la question du mandat de dépôt qui est ici posée, qui est une question, encore une fois, juridique, liée précisément à l'application de la loi de 1881. Monsieur Joannico ? Oui, Madame la garde des Sceaux, vous avez évoqué dans votre propos liminaire la dissolution du bastion social ancien groupe Union Défense et sa dissolution donc en Conseil des ministres le 24 avril sur les fondements de l'article L212-1 du Code de sécurité intérieure. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette dissolution qui concerne également les 6 associations satellites qui composaient le bastion social, qui, je le rappelle, est implanté à Lyon, aussi à Lille. C'est un groupuscule d'extrême droite qui véhicule les idées antisémites, racistes et qui n'hésite pas à procéder à des actions violentes. Mais au-delà du bastion social, d'autres associations doivent faire l'objet de dissolution, comme l'a annoncé le chef de l'État lors du dîner du Conseil représentatif des organisations juives de France le 20 février dernier. Les groupuscules Blood and Honor, Hexagone et Combat 18. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous dire ce qu'il en est de l'état des procédures aujourd'hui pour ces 2 groupuscules? Et d'autre part, nous savons aussi par expérience que la dissolution ne résout pas tous les problèmes. En effet, je prends un exemple, le président de la branche alsacienne du bastion social, dans une interview au quotidien L'Alsace récemment, a annoncé qu'on verra comment continuer à faire valoir nos idées sous une autre forme. Si on ne peut plus utiliser le nom, au pire, ça changera nos t-shirts et nos drapeaux. C'était sa réaction suite à la dissolution de Bastion Social. D'où mes questions, Madame la garde des Sceaux. Est-ce que notre arsenal juridique pourrait-il être étoffé afin d'entraver les reconstitutions de ligues dissoutes, la reconstitution de ligues dissoutes, et puis d'autre part, lors de dissolution, qu'en est-il du suivi des membres de ces ex-organisations? Merci beaucoup. Alors, monsieur le député, je suis un petit peu ennuyée pour répondre à votre question dans la mesure où la dissolution, comme je le disais tout à l'heure, de ces associations, enfin ennuyée pour répondre à la première partie de votre question, et d'ailleurs aussi un peu ennuyée pour répondre à la deuxième partie, mais je suis sûre que mes collègues vont m'aider sur la deuxième partie. Sur la première partie, ce sont des mesures administratives de dissolution qui sont donc conduites par le ministère de l'Intérieur, et ce sont eux qui instruisent les dossiers. Donc pour les associations dont vous parliez, Hexagone, etc., je ne sais pas exactement où en est la procédure d'instruction. Je dois dire simplement que lors du Conseil des ministres du 24 avril, le ministre de l'Intérieur a lui-même réaffirmé qu'il y aurait d'autres dissolutions qui interviendraient prochainement. Je ne sais pas précisément où en est l'instruction de chacun de ces dossiers. Vous évoquez ensuite, et c'est la deuxième partie de votre question, vous évoquez ensuite le fait que la dissolution ne résout pas tous les problèmes. Vous m'interrogez sur le point de savoir si nous suivons les individus qui ont fait partie de ces associations. À vrai dire, je ne le sais pas spontanément. Je répondrai évidemment que nous les suivons sur la base des dispositions pénales dont nous disposons et que j'ai rappelées devant vous tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois les circonstances aggravantes ou des infractions comme cela. Je ne sais pas si nous avons d'autres possibilités de suivre, et je me retourne vers mes collègues, d'autres possibilités de suivre ces personnes. Catherine ? Je peux, Madame la Présidente. Alors, vous pouvez, mais il va falloir juste prêter serment. Veuillez, s'il vous plaît, lever la main droite et jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie. Je le jure. Je vous remercie, vous pouvez parler. Oui, monsieur le rapporteur, peut-être 2 compléments. Ainsi que cela vous est indiqué, la reconstitution d'associations dissoutes est un délit et donc est déjà en elle-même pénalisable. Il a été évoqué plutôt l'action, notamment des magistrats référents, en termes de mise en œuvre et des nouvelles dispositions législatives. Je peux donc, à ce titre-là, peut-être préciser que les liens, les partenariats auxquels sont conviés les magistrats du parquet dans le cadre de l'action
des magistrats référents comporte notamment un partenariat étroit avec les services de l'intérieur, qui sont à même, au terme d'une activité de renseignement, de pouvoir porter à leur connaissance un certain nombre d'informations qui leur permettront, le cas échéant, de pouvoir engager des poursuites judiciaires. C'est un des points sur lesquels l'attention des magistrats du parquet sera appelée à l'occasion du regroupement dont il a été fait état. Merci. Donc cela veut dire que reconstitution de ligue dissoute, c'est un délit pénalisable. Et donc, vous pouvez me confirmer que vous engagez des procédures et des poursuites dans ce cadre-là de reconstitution de ligue dissoute. Dès que les faits sont établis et que l'information vient à la connaissance de l'autorité judiciaire, oui, les poursuites judiciaires seront engagées. Bien sûr, allez-y. Juste également, monsieur le député, qui n'êtes pas encore rapporteur, mais... Voilà, c'est ça. Monsieur le député, juste un mot pour dire également, évidemment, que toutes ces personnes sont ensuite suivies par le renseignement, qu'il s'agisse de la DGSI ou du renseignement territorial, et s'ils sont incarcérés, évidemment, par le Bureau central du renseignement pénitentiaire, pour aider, appuyer, évidemment, ensuite la judiciarisation. Monsieur le rapporteur ? Oui, merci Madame la Présidente. Vous devrez. Lors de notre déplacement en Allemagne, nous avons vu que le code pénal allemand, à l'article 86 et 86A, prévoyait la notion de délit de propagande. J'aurais aimé savoir quelle était la position, si vous connaissiez ce délit de propagande et ce que cela voulait dire, et de deux, si la France pouvait s'en inspirer pour son code pénal. Je vous remercie. Est-ce que là encore, je peux faire appel à Madame la directrice ? Si le délit de propagande n'est pas en tant que tel spécifié, les incriminations qui existent au niveau de la loi de 1880 sur la presse permettent de réprimer par équivalence ce type de comportement. Je pense notamment à ce qui concerne des infractions de provocation, par exemple. Donc je considère que notre arsenal législatif est à même de réprimer, comme je l'indique, par équivalence, le type d'infraction et de comportement que vous soulignez, monsieur le rapporteur. Merci. Ce sera la réponse à la question numéro 32 du questionnaire, qui est déjà esquissée. J'aurais une question. Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur, que nous avons auditionné, a indiqué à la Commission que peu de procédures sont engagées pour reconstitution de ligues dissoutes sur le fondement de l'article 431-15 du Code pénal. Alors qu'il nous a été indiqué que la plupart des groupes étaient dans une logique quasi systématique de reconstitution. Comment vous l'expliquez? Et comment on pourrait, à votre avis, améliorer un peu ça? La poursuite, effectivement, d'infractions relatives à la reconstitution d'associations dissoutes suppose que l'autorité judiciaire puisse avoir effectivement les éléments suffisants pour établir que les agissements de l'association se sont poursuivis ou se sont renouvelés. Sur ce point-là, ainsi que je l'indiquais, il est important qu'il y ait un partenariat et des échanges étroits entre les services, et je pense notamment aux services de renseignement, qui sont à même d'apporter un certain nombre d'éléments qui puissent être judiciarisés de manière à ce que les magistrats du ministère public puissent ainsi apporter des éléments de preuve suffisants pour pouvoir effectivement caractériser ce délit. Ce sera l'un des points effectivement qui sera abordé avec l'ensemble des magistrats référents, parce que je pense qu'il faut être effectivement vigilant sur l'ensemble des signaux qui peuvent permettre effectivement de caractériser le renouvellement des agissements de telles associations en dépit de la condamnation qui est intervenue. Je vous remercie pour votre réponse. Effectivement, les dernières condamnations pour ce motif peuvent paraître un peu étonnantes. Faisant suite aux dissolutions prononcées en 2013, ont été 80 jours d'amende, par exemple, et de 50 € pour monsieur Yvan Benedetti, qui se présente comme le président envers et contre tout de l'œuvre française, et 30 jours d'amende et 50 € pour Alexandre Gabriac.
alors que ces personnes risquaient plusieurs années d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc on peut être surpris un peu par la légèreté de ces peines. Qu'en pensez-vous ? Ce sont là des peines qui ont été prononcées donc, par les juridictions du fond au terme d'une appréciation souveraine. Donc je n'ai pas à m'exprimer ou à les commenter de manière particulière. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être faire évoluer un petit peu ça, et comment ? Il me semble que les peines encourues sont déjà assez élevées. Il faut distinguer la peine encourue de l'application ensuite par les de l'usage juridictions. qui est fait, oui, tout à fait. Et comme le dit Madame la directrice, c'est évidemment l'appréciation souveraine des magistrats. Peut-être un peu une sensibilisation, alors. Je vous remercie. Tu voulais dire quelque chose, vraiment ? Monsieur Lavergne. J'ai une question qui rejoint un petit peu l'ensemble du débat qu'on vient d'avoir, mais on s'aperçoit au travers des questions qui sont posées, des réponses qui sont apportées, que, a priori, l'arsenal juridique existe. On voit bien au travers du projet de loi porté par Laetitia Avia qu'il y a effectivement des choses à améliorer par rapport à la problématique du numérique. Mais voilà, on se sent quand même effectivement, par rapport à la volonté, on va dire, du peuple, majoritairement, au travers de ces députés, la nécessité de renforcer un petit peu les choses. Et on se trouve, en quelque sorte, devant un mur. Et ensuite, finalement, la décision politique, au travers de la loi, on a ce sentiment qu'elle n'est pas complètement en lien ou complètement appliquée avec la force qu'on voudrait lui donner. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une circulaire qui a été adressée par vos services. Est-ce qu'à nouveau, il faut enfoncer le clou par rapport à ça pour que, enfin, la volonté politique, l'esprit du législateur, l'esprit de la loi puisse se traduire par des décisions de justice qui correspondent à l'objectif qui est assigné dans la loi? Je crois que vous posez, monsieur le député, la question de l'état de droit. C'est-à-dire que le législateur a une volonté politique qu'il traduit dans les textes et les magistrats, ensuite, dans le cadre de leur appréciation circonstanciée des faits, vont appliquer ce texte à des situations particulières. La circulaire que j'ai adressée vraiment avec une très grande volonté, une très grande fermeté au parquet, redit bien à quel point il faut être mobilisé sur ce phénomène de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Vraiment, avec une très grande volonté. Et nous rappelons dans ce texte, 1, les incriminations, toutes les incriminations. 2, nous redisons quelles sont les techniques juridiques qu'ils peuvent employer, qu'ils peuvent utiliser, les magistrats, pour lutter encore plus efficacement contre ces atteintes qui sont inqualifiables. Et lorsque nous rappelons le référé civil, c'est quelque chose qui est très peu utilisé dans les faits. Très peu utilisé dans les faits. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rappelé aux magistrats du parquet cette possibilité. Lorsque je vous fais part de l'ordonnance pénale, c'est également un point qui est, me semble-t-il, une réponse qui permet d'agir plus rapidement, etc. Donc, mon rôle, nous avons une volonté politique très forte. Elle a été affirmée par le président de la République. Laetitia Avia a fait un très gros travail pour renforcer l'arsenal juridique qui, aujourd'hui, au moment où nous parlons, mérite d'être renforcé sur l'aspect haine sur Internet. De mon côté et de là où je suis, je redis au parquet ce qu'ils doivent faire. Madame la directrice les réunit, ce qu'ils doivent faire. Les outils juridiques dont ils disposent, Madame la directrice réunit les référents. On a vraiment une action extrêmement, je crois, volontaire. Après, nous sommes dans un état de droit. La souveraineté du juge s'impose et donc nous devons aussi la respecter. Mais quand, pour Soral, il a 1 an de prison ferme, dans notre arsenal juridique, c'est élevé. Et je vous rappelle qu'avec la loi que vous avez adoptée, la loi de réforme de la justice, 1 an de prison ferme, ce sera aller en prison, forcément.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Au moment où nous parlons, ça n'est pas le cas. Mais lorsque l'échelle des peines que vous avez adoptée sera mise en œuvre, il ira en prison, forcément. Je le redis ici, la question du mandat d'arrêt et la question du mandat de dépôt est une autre question juridique qui ressort de la combinaison des textes. Voilà, monsieur le député. Monsieur Habib. Merci, Madame la Présidente. Madame la garde des Sceaux, pour être tout à fait concret, est-ce que vous êtes oui ou non favorable à la pénalisation de la gestuelle, et en particulier la gestuelle raciste ou antisémite, et en particulier de la quenelle, qui n'est plus ou moins rien d'autre qu'un salut nazi à l'envers, et qui est le signe de ralliement des antisémites de tous bords? Alors, au moment où nous parlons, monsieur le député, la quenelle peut parfaitement être pénalisée. Cela dépend du contexte dans lequel elle se produit. Et je citais l'image que j'ai vue donc sur Internet hier ou avant-hier, devant vraiment accolé au tribunal. Je vais regarder cela et je vais interroger la direction des affaires criminelles pour voir ce qu'il est possible de faire. Évidemment, ce n'est pas moi qui trancherai au fond, mais pour voir ce qu'il est possible. Donc, si vous voulez, en fonction de l'appréciation du contexte, c'est évidemment tout à fait possible. Merci de votre réponse. C'est à peu près la réponse qui m'avait été faite lorsque j'avais déposé mon amendement. Mais la réalité, aujourd'hui, est bien plus... est différente. Aujourd'hui, il y a une impunité absolue autour de cette gestuelle antisémite. C'est la réalité. Ça prouve justement qu'il faille, à mon sens, légiférer et sanctionner. Parce que c'est la carotte et le bâton. S'il n'y a pas de sanction, ça continuera. C'est ni plus ni moins comme ça. Il doit y avoir la carotte et le bâton. Et s'il n'y a pas de bâton, eh ben, ces antisémites de tous bords, c'est un détail. Mais ce n'est pas un détail lorsque c'est fait dans un lieu de mémoire, devant une synagogue, devant le mémorial d'Anne Frank ou devant le mémorial de la Shoah. Alors, sur la question, y a-t-il aujourd'hui des poursuites en cours sur des gens qui ont procédé, qui ont fait ce geste dans des lieux dont la contextualisation le rendrait intolérable? Est-ce que vous pouvez m'aider à répondre? Je pense, mais je vous fournirai effectivement les éléments d'information plus précis que des poursuites. Un certain nombre de plaintes, d'une part, sont déposées devant les parquets qui suivent leur cours. Alors, ce que je propose à votre commission est de vous transmettre rapidement l'état des procédures dont nous pouvons être informés, sachant que pour un certain nombre, il y aura des poursuites en cours et nous regarderons les chiffres en ce qui concerne l'existence de condamnations d'ores et déjà intervenues, ainsi que l'indiquait Madame la Ministre. Ce type de comportement est susceptible de poursuites et de qualification pénale par équivalence, même si le Code ne précise pas dans l'article le geste de la quenelle. Cela est indiqué, ce type de comportement relève par exemple notamment de la provocation à la haine. Donc nous vous fournirons rapidement des éléments complémentaires sur ce point, monsieur le rapporteur. Je vous remercie. Je voudrais revenir un peu sur le statut des victimes. Lors de nos auditions, on a eu des témoignages de gens qui nous faisaient remonter que c'était parfois compliqué de porter plainte quand on avait été menacé de mort ou agressé en raison voilà, de son appartenance, de sa couleur de peau, etc., ou de son orientation sexuelle. Certains commissariats refusaient de prendre les plaintes, ou alors les plaintes étaient assez systématiquement classées sans suite. Est-ce que vous avez eu connaissance de telles difficultés et si oui, comment vous envisagez d'y remédier, s'il vous plaît? Alors, je n'ai pas connaissance de refus, c'est cela que vous me disiez, Madame la Présidente? Oui. De refus de plainte ou d'incitation à une simple main courante. Je n'ai pas connaissance de cela. Peut-être que, je ne sais pas si Madame la Directrice a des informations, mais on me l'a souvent rapporté, enfin souvent, on me l'a quelquefois rapporté. Je rappelle ici devant vous qu'il y a une obligation qui est inscrite dans le Code pénal de recevoir les plaintes. Donc je ne comprends pas que l'on puisse les refuser, mais on me l'a rapporté quand même plusieurs fois, donc je suppose que cela existe. C'est effectivement l'article 15-3 qui fait obligation aux officiers de police judiciaire de prendre les plaintes lorsqu'elles sont déposées devant eux. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, dans la circulaire
que l'on vous communiquera si vous ne l'avez pas encore. Dans la circulaire donc, du 4 avril 2019, j'insiste beaucoup sur l'accueil de ces plaintes. Accueil évidemment physique et, troisième élément, les plaintes en ligne ne laisseront évidemment pas la possibilité d'appréciation lorsqu'elles pourront être effectives. Il était important que la loi les prévoie, nous ne pouvions pas faire sans la loi, il faut maintenant que ça soit mis en œuvre, c'est ce que je vous disais, donc premier trimestre 2020. Je vous en prie, allez-y. Merci Madame la Ministre. 2 points peut-être complémentaires. La circulaire qui a été évoquée par Madame la Ministre appelle l'attention notamment des magistrats du parquet sur un point qui est aussi important, c'est celui de l'accompagnement des victimes par les associations d'aide aux victimes d'infractions pénales, qui sont des associations, comment dirais-je, qui travaillent sur les instructions des magistrats du ministère public. Et il est donc recommandé véritablement de ce qu'elles soient quasiment systématiquement visées de manière à ce qu'elles puissent relayer et accompagner les personnes qui ont déposé plainte dans la suite de leur parcours judiciaire. Il est également important, et cela est aussi demandé dans la circulaire évoquée, que les procureurs puissent, dans le cadre des cercles partenariaux avec les élus, les collectivités territoriales, pouvoir échanger sur les dossiers notamment qui ont pu entraîner un trouble public local important, de manière à pouvoir informer les élus et de manière générale l'ensemble des acteurs qui concourent localement à la lutte contre la haine et la discrimination, à l'action qui est conduite par eux dans le cadre judiciaire. Allez-y, je vous en Si prie. vous m'y autorisez, Madame la Présidente, un mot supplémentaire pour dire que, alors c'est un peu procédural, il faut le savoir évidemment, que lorsqu'une personne voit sa plainte refusée par un commissariat, elle peut écrire au procureur de la République qui enjoindra à ce moment-là le policier de recueillir la plainte par procès-verbal. Mon voisin, qui est procureur, me dit qu'il le faisait souvent. Ce qui prouve d'ailleurs que c'était refusé. Donc. Et oui, oui. C'est une réalité qui arrive. Oui, merci pour votre réponse. On a auditionné Dominique Sopot, le président de SOS Racisme, qui nous a indiqué que l'intérêt de la création des pôles antidiscrimination au sein des parquets était tempéré par le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'affaires en fait, qui remontaient à la justice. À moins que l'information, disait-il, ne nous parvienne pas, soit les pôles antidiscrimination n'ont pas été mis en place par les parquets, soit ils l'ont été faits de façon pas trop effective et nous ne sommes pas au courant de leur existence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ces pôles antidiscrimination, comment ça fonctionne et où on en est ? Madame la Présidente, je dis quelques mots et je passerai ensuite la parole à Madame la Directrice. Alors, ces pôles antidiscrimination, ce sont sont constitués des magistrats référents dont je vous parlais tout à l'heure. L'intérêt d'avoir constitué ces pôles, c'est évidemment par les partenariats qui sont noués avec la société civile, de pouvoir faire remonter des affaires. Enfin, l'un des intérêts, c'est évidemment que les magistrats puissent être spécialisés dans l'utilisation et le maniement de ces concepts. L'autre, c'est donc par les partenariats d'arriver à faire remonter des affaires qui, sinon, ne viendraient pas devant le juge. Voilà, Madame la Directrice. Oui, il est vrai qu'en la matière, le nombre de plaintes est relativement faible, pour un ensemble de raisons. Peut-être parfois aussi par la réticence de la personne à déposer plainte elle-même pour un certain nombre de raisons, mais c'est une réalité que nous constatons. Tout l'intérêt de ces pôles antidiscrimination, c'est de pouvoir mettre en réseau un certain nombre d'acteurs qui sont en mesure de signaler ce qui n'arrive pas nécessairement par la victime elle-même. Je pense notamment à un acteur qui peut être tout à fait important dans la mise en place et le développement de ces réseaux, ce sont les délégués du défenseur des droits sur les territoires. Ce sont des personnes qui sont à même de recevoir un certain nombre de doléances, d'échanger également avec l'autorité judiciaire de manière à faire émerger, j'allais dire, les procédures judiciaires lorsqu'elles ont vocation à donner lieu à des poursuites pénales.
mais également parce que c'est tout un pan que l'on peut observer aussi dans un certain nombre de situations. Les victimes ne souhaitent pas et ne déposeront pas plainte parce que les faits, par exemple, de discrimination sont intervenus à l'occasion, par exemple, d'une relation de travail dans le cadre de leur emploi, et que la préoccupation première est le souhait de régler la question, mais de garder son emploi. Il est donc important aussi de pouvoir travailler sur ce que nous appelons les volets civils, les volets de la régulation, de la médiation. Et pour cela, le défenseur des droits dispose de pouvoirs importants qu'il peut exercer. Il est donc nécessaire de mettre en relation l'autorité judiciaire avec l'ensemble des acteurs pour faire émerger et enclencher les réponses qui s'avèrent les plus appropriées. Je vous remercie. J'aurais une dernière question sur l'utilisation des plateformes de crowdfunding, notamment par l'ultra-droite, pour financer des actions. On sait notamment que, par exemple, la location d'un bateau en vue d'une opération anti-migrants par Génération Identitaire a bénéficié de ce financement-là. Quelle est la situation juridique exacte de ces plateformes et qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans le droit pour mieux contrôler leur usage, si c'est nécessaire ? Oui, effectivement, vous soulevez une réalité qui est tout à fait préoccupante. Une des mesures, nous semble-t-il, qui serait nécessaire à adopter, et la direction des affaires criminelles est déjà en lien avec les services de Bercy sur ce point, c'est la nécessité d'assujettir ces plateformes à des obligations de déclaration de soupçons quant à l'origine de leur financement. Vous savez, un certain nombre d'établissements effectivement financiers, mais également de professions, sont assujettis à cette obligation de déclaration de soupçons afin de pouvoir faire émerger et de diligenter des enquêtes judiciaires, le cas échéant, sur l'origine, et notamment illicite ou illégale de ces plateformes. Il nous paraît important qu'elles soient assujetties également à cette déclaration de soupçon, comme le sont déjà un certain nombre d'opérateurs financiers. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur ? Quelqu'un a une question ? Non ? Très bien, on va clore l'audition. Je vous remercie pour votre présence.